Salut à tous, c'est Constant qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce 15e débrief. Non, enfin c'est le 13e, mais en comptant les previews, c'est le 16e épisode. Voilà, j'ai perdu le compte, il y a trop de matchs de playoffs joués par le Thunder. Je sais que c'est le 40e épisode sur la saison 2024-2025 du Thunder, en comptant depuis l'épisode de stratégie de l'intersaison, donc ça fait quasiment un an. Je suis très heureux de vous retrouver pour débriefer ce match 2 entre OKC et Minnesota. OKC qui a fait le boulot et qui mène désormais 2-0 dans cette série. OKC n'a pas perdu un match à domicile comme ça a été historiquement le cas sur les grandes séries du Thunder, que ce soit en finale de conf ou que ce soit dans les stades précédents sous KD et Ross, comme ça a été le cas face à Denver. Donc on est satisfait. Et pour parler de ce match 2, je suis avec Charlet. Charlet, comment vas-tu? Eh ben, comme lors du dernier débrief, ça va très bien. Encore une victoire du Thunder. On a eu bon sur notre pronostic. On avait pronostiqué tous les deux 2-0. Voilà, OKC a très bien répondu et quand même impose son statut de patron, de first seed à l'ouest sur la saison régulière. Ils ont quand même fait très très plaisir sur ces deux matchs. On va en discuter, mais toujours heureux d'être là avec toi, Constant, pour parler de tout ça. Oui, et puis comme tu l'as dit, on avait eu bon en pronostiquant 2-0 au KC après le débrief du match 1, et moi pour une fois, j'ai eu raison sur le débrief en disant que je voyais bien OKC remporter les deux premiers matchs de la série à domicile, sans trop de contestation. On va avoir l'occasion d'en parler sur ce match 2. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, à laisser des commentaires, allez nous suivre sur Twitter, allez follow la chaîne sur Twitch, mettez 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Comme vous l'avez constaté pour celles et ceux qui ont pu le voir ou celles et ceux qui ont traîné un petit peu sur YouTube hier, il y a eu 3 grosses vidéos qui sont sorties sur, voilà, Charlie, oui, voilà, là aussi ça marche, là, voilà, voilà. Pour ceux qui sont sur YouTube, Voilà, pour ceux qui sont regardez. en podcast audio, c'est pas du tout. Pour ceux qui sont en podcast, Charlie a brandi le maillot de chez Gilius Alexander, tel Nabil Fekir après un 5-0 face à Saint-Etienne. Tout à Et fait. moi, j'ai sorti la Funko Pop de chez Gilius Alexander. Non, mais chez Gilius Alexander qui a été élu MVP, bon, c'est pas très surprenant, hein. On le savait tous à peu près depuis 3 semaines. Mais Clairement. voilà, il y a eu 3 énormes vidéos qui sont sorties sur la chaîne Wear Thunder pour un petit peu célébrer la saison MVP de chez Gilius Alexander. Je me doute que tout le monde n'a pas eu le temps de regarder les 3 vidéos puisqu'elles font en cumulé 9h30. Mais voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller les regarder. Surtout, j'ai envie de dire, sur la dernière vidéo qui fait 6h25, il y a un prologue de 50 minutes qui retrace les 5 saisons de chez Gilius Alexander. Je pense que si vous devez regarder qu'un seul truc de ces 3 vidéos, c'est ce prologue-là. Bref. Mais il faut quand même dire bravo à Constant dans les commentaires parce qu'il a tout fait tout seul, énormément de travail là-dessus. Donc encore bravo à toi. Et j'espère que vous allez lui dire tout ça dans les commentaires et que vous allez vous régaler devant ces 3 vidéos. Ah bah dites-vous, c'est une idée qui est venue début du mois de février. Je voulais le faire l'an dernier, j'avais pas pu le faire pour diverses raisons. Je me suis dit cette année je vais le faire sans être sûr à 100% que chez Gilius Alexander était MVP, hein, parce que début du mois de février c'était loin d'être gagné. Et la petite anecdote, c'est que tout était fini avant le Game 7, et si ce Game 7 avait été perdu par OKC, j'aurais littéralement jeté toutes les vidéos et tous les rushs à la poubelle, parce que je n'aurais pas pu sortir la vidéo si tu avais perdu face à Denver. Ça aurait été Bref, dommage. ça aurait été entre 75 et 100 heures de travail jetées à la poubelle, effectivement. Pour ça, tout ça pour un Game 7, j'ai envie de dire. Donc quand il y avait 21-10 Denver, je suis à grosses gouttes, en plus du résultat final. Bref, assez divagué, on va parler donc de ce match 2, un match remporté de manière maîtrisée par OKC, 118-103. Maîtrisé, oui et non. J'ai envie de dire que la première mi-temps est très agréable. La première mi-temps est très agréable, beaucoup plus que la deuxième mi-temps. Alors elle a débuté par une action qui, je pense, a dû faire plaisir à quelqu'un qui était présent dans le public, c'est Chris Paul, puisque Lou Dort a décidé de dégommer le nez de Scott Foster. Et j'ai envie de dire, on peut critiquer Lou Dort, on peut dire que c'est un dirty player, mais qui n'a pas eu déjà envie de dégommer le nez de Scott Foster? Je pense que là, pour le coup, il a satisfait toutes les franchises Il a réalisé le rêve de NBA. pas mal de personnes. Ouais, Ouais, pas mal de joueurs, et je peux te dire qu'il a satisfait beaucoup de supporters, pas que d'OKC, non. Blague à part, première mi-temps que moi j'ai trouvé très agréable. Il y avait du rythme, il y avait pas trop justement de coups de sifflet. Ça laissait beaucoup les deux équipes jouer, et le Thunder qui mène de 9 points de 8 points à la mi-temps, 58 à 50. À une première mi-temps, on se disait bon, OKC était un peu, enfin OKC
avait un petit peu les commandes de ce match, mais tu n'avais pas su exploiter pleinement, on va dire, cette avance, notamment parce que Minnesota a mis quelques 3 points importants. On va en reparler durant le débrief. Et puis aussi parce que de ton côté, t'en mettais pas un, 3 points, ça aussi on va l'évoquer. T'as été hyper efficace à 2 points en première mi-temps. Mais voilà, cette maladresse à 3 points, plus une défense un peu suspecte en transition, faut que Minnesota n'ait qu'à 8 points, entre guillemets, même s'il y a, tu termines la mi-temps par un 5-0 de chez Gilgeous Alexander qui te donne quand même un petit peu de marge. Un troisième quart-temps où c'est, j'ai envie de dire, c'est du Thunder basketball, comme on commence à en avoir l'habitude. C'est OKC qui déroule dans les grandes largeurs avec une attaque qui devient tout simplement injouable. Bizarrement, c'est le seul quart-temps où c'est plus ou moins le seul carton où tu mets dedans à 3 points et c'est le carton où ton attaque devient absolument exceptionnelle. Et puis voilà, de l'autre côté, t'as quand même une défense qui commence à piquer pas mal de ballons, Minnesota qui s'éloigne de son plan de jeu de la première mi-temps. Et puis un quatrième carton, on reviendra dessus, assez frileux. On va être honnête, je vais pas dire un quatrième carton caca culotte parce que ce serait quand même un petit peu sévère, mais frileux, ce serait le terme que je vais employer, puisque Minnesota revient à 10 points et très honnêtement, il m'a paru extrêmement long ce quatrième carton. Déjà, il était très long parce qu'il y avait beaucoup de lancers francs, mais il m'a paru extrêmement long en termes de ressenti et je regardais les secondes s'égrener. Mais bref, assez blablaté et assez monopolisé la parole, Charlet. Ton ressenti un petit peu sur ce match 2, j'ai envie de dire que OKC confirme la tendance du Game 1, c'est que t'es sans être méchant vis-à-vis Minnesota, et on va en parler, je pense qu'ils font encore une fois une nouvelle contre-performance offensive et qu'ils ont un petit peu de marge. Malgré cette marge supérieure, OKC semble être un ou deux niveaux au-dessus en fonction des cartons. Oui, tout à fait. Il y a certaines personnes qui sont là à dire qu'on s'est fait peur dans le quatrième quart-temps. Moi, je suis pas tellement de cet avis. J'ai trouvé que OKC a plutôt maîtrisé son sujet sur l'ensemble du match. Et comme tu l'as dit, j'ai trouvé le match très agréable, notamment en première mi-temps et même sur le troisième quart-temps, évidemment, parce que OKC mais fait un peu taper la foudre, sans mauvais jeu de mots, sur les loups. Mais non, beaucoup de sérénité, de confiance et ouais, de placidité à l'issue de ce match, en tout cas sur mon ressenti. On va en reparler, mais les patrons de l'équipe ont joué en mode patron. Voilà, le trio Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams et Chet Holmgren ont montré de quoi ils étaient capables et ont clairement montré aux Wolves que c'était peut-être pas les 3 meilleurs joueurs de la série, mais Oh, t'es méchant, pas loin. Non, je suis méchant, mais en tout cas, on a senti une réelle domination du Thunder sur ce match et sur les 2 matchs à domicile. Comme je l'ai dit en préambule tout à l'heure, OKC a clairement imposé son statut de favori et de numéro 1. Et on est là à se demander comment les Wolves vont pouvoir réagir. Comme tu l'as dit, ils ont peut-être un petit peu sous-performé en attaque, mais d'un autre côté, nous aussi, on a sous-performé en attaque en étant encore une fois très maladroit au tir, mais en trouvant quand même des solutions. Donc, très satisfait en tout cas de ce Game 2 et dans l'ensemble de ces 2 matchs du Thunder qui, quand même, se ressemblent dans le sens où, même quand tu as senti les Wolves essayer de faire un run, essayer de taper à la porte, tu as senti énormément de tranquillité et énormément de confiance de la part du Thunder. Alors, est-ce que c'est la série face aux Nuggets où justement, notamment en début de série, on leur a reproché de manquer entre guillemets d'expérience parce que ce mot, on peut avoir du mal avec, mais en tout cas un petit peu manquer de lucidité. Là, sur cette série, sur ce Game 2 et sur ce Game 1, c'est tout l'inverse. Oui, effectivement. Et puis, tu parlais du fait que OKC jouait avec une certaine sérénité. Quand sur le Game 1, tu débutes le quatrième quart avec 13 points d'avance ou 12 points d'avance, quelque chose comme ça, et que tu débutes le quatrième quart du Game 2 avec 24 points d'avance, bon, effectivement, ça t'amène un petit peu de sérénité. Mais je trouve que cette équipe, de manière globale, elle a... c'est pas qu'elle joue avec comme une équipe de vétérans, mais c'est j'ai l'impression qu'elle prend de plus en plus conscience, enfin elle prend de plus en plus confiance et conscience de ses qualités, et elle a de plus en plus d'assurance dans le déroulement de son plan de jeu. C'est-à-dire que tu as une certaine sérénité, même quand les 3 points tombent pas dedans. En première mi-temps, tu paniques pas, tu joues un jeu à 2 points qui est absolument exceptionnel en première mi-temps, et c'est là où j'ai envie de dire...
où tu vois qu'OKC a une marche supplémentaire au-delà des 3 points, c'est que la première mi-temps défensivement, pour les standards d'OKC, je la trouve pas bonne. Moi, je la trouve pas bonne. Ah, Et t'es dur. le Ah, jeu, t'es dur quand même. la défense sur transition est catastrophique. Bon, on peut embrayer sur ça, hein. De toute façon, Ouais, ouais. on aura l'occasion de parler de l'attaque en première mi-temps, que pour les coups, j'ai trouvé très bonne. On parlera du trio fantastique. Pour le coup, T'es bien aidé par la zone des Wolves quand même qui est ouais, mais absolument affreuse. t'inquiète, on en parlera, mais sur cette défense de transition, j'ai trouvé que ouais, qu'OKC avait été extrêmement défaillant. Même sur le début du troisième quart-temps, j'ai trouvé qu'OKC se faisait souvent prendre sur le jeu de transition. Pourquoi? Parce que tu avais beaucoup de pression qui était envoyée sur le rebond offensif. OKC a essayé de faire déjouer un petit peu le rebond défensif du côté des Wolves en envoyant les joueurs typiques, j'ai envie de dire, avec Hartenstein, mais il y a Lou Dort allait beaucoup jouer le rebond offensif. Ça a servi notamment dans le troisième quart-temps où il y a quelques situations où il vient outplay ou out hustle les guards du côté de Minnesota. Mais voilà, il y avait beaucoup d'actions où Ludort il n'arrivait pas à choper le rebond offensif. Puis comme en plus il se cassait la figure, bah tu te retrouvais à faire le repli à 5 contre 4. Donc ouais, la défense sur transition du Thunder, je l'ai vraiment pas trouvé très bonne pendant 3 quarts-temps. Encore une fois, c'est dans les standards du Thunder, hein. Donc on parle de ce que moi je considère comme étant une des meilleures défenses de tous les temps. Tellement, oui, on peut dire que les defensive ratings sont plus élevés que des équipes historiques, type Détroit du milieu des années 2000, mais le jeu a tellement évolué que d'être aussi dominant défensivement, Visuellement, on n'a jamais vu ça en tout cas. oui, et puis dis-toi que OKC, le turnover differential, donc le nombre de turnovers que tu as créé Oui. versus le nombre de turnovers que tu as perdu, OKC a déjà le meilleur différentiel de turnover sur une campagne de post-season avec genre 14 turnovers de plus que l'adversaire au niveau du différentiel de turnover. C'est pas le goal average, mais c'est le turnover average. Mais ouais, sur cette première mi-temps, j'ai trouvé qu'OKC était quand même pas très bon sur le jeu de transition. Et puis surtout, là où j'ai envie de mettre du crédit à cette équipe de Minnesota, en première mi-temps, parce qu'en deuxième mi-temps, ils ont complètement dévié de ce plan de jeu-là, c'est que j'ai trouvé qu'ils étaient bien meilleurs pour générer des 3 points. Alors là aussi, ils ont pas forcément mis dedans. C'est le premier carton où ils mettent dedans de toute Mm. façon, que ce soit au game 1 ou au game 2, Là, ils premier font 5 carton, ils sur mettent 11, je dedans. crois. Ouais, 5 sur 11 et puis sur le reste du match, ils font 6 sur 28. Voilà. Le petit voilà, quand tu mets un 3 points de plus sur 3 cartons que ce que tu en as mis sur un seul, ça va être difficile de remporter le match, mais tu vois j'ai vu tu parlais des 3 meilleurs joueurs, c'est là où rapidement je mettrais peut-être je vais défendre les Wolves, tu vois, pour le coup, je vais défendre les Wolves, notamment Anthony Edwards que j'ai vu des posts notamment des fans des Wolves disant qu'il n'avait pas forcément été à la hauteur. Moi, je trouve que le match d'Anthony Edwards, il est plutôt très bon Oui. dans la prise de décision, dans la capacité à faire bouger les défenses. Il y a quelques drives très compliqués avec des très belles finitions qu'il a pu proposer. Et puis surtout, là, on en parlera quand Julius Randle passe autant à côté et que Julius Randle c'est censé être ta deuxième option. J'ai envie de dire que Anthony Edwards, il s'est un peu retrouvé à jouer tout seul, ou en tout cas, il s'est un peu retrouvé à créer tout seul, ce qui était quand même beaucoup plus difficile. Voilà, le seul reproche qu'on peut lui faire, je pense, c'est qu'il a manqué d'adresse à 3 points. Mm. On va pas être triste du côté de Casey que Anthony Edwards soit à 2 sur 17 à 3 points depuis le début de la série. Mais bon, quand je parle du fait que Minnesota possède de la marge et que Minnesota joue pas à son plein potentiel, il y a aussi la réussite à 3 points d'Anthony Edwards qui joue sur cet aspect-là. Mais globalement, sur la réussite à 3 points, j'ai trouvé qu'ils étaient bien meilleurs justement pour libérer des tirs à 3 points, notamment par rapport à la seconde mi-temps du Game 1 où c'était one pass, one shot, on en avait parlé. Là, tu avais beaucoup d'attaques en plein centre du cercle avec Anthony Edwards, où tu avais justement t'avais la défense de Casey qui venait refermer l'accès au cercle, où t'avais un kick-out pour Jaden McDaniels dans le corner. Ils ont beaucoup utilisé les drives baseline aussi, ligne de fond, pour ressortir sur un corner. T'en as eu quelques-uns de Julius Randle, t'en as eu quelques-uns de Nasrid. Ils ont fait un nombre de gamelles à 3 points absolument hallucinant. Le nombre de gamelles qu'ils font, là aussi, ils n'ont pas été payés vraiment sur certains de leurs tirs à 3 points. Et puis même au-delà de ça, tu vois, t'as une possession, c'est à la fin du deuxième quart-temps, où t'as Gobert qui est servi limite pour jouer un post-up. Du coup, t'as Lou Dort qui vient doubler dessus, je crois, et Gobert resserre directement pour Anthony Edwards qui est wide open à 3 points. Je crois son 3 points, il fait une gamelle, mais pour le coup, j'ai trouvé, je sais pas ce que t'en as pensé, Charlet, mais sur la première mi-temps, déjà le jeu de transition était pas forcément très bon, et puis surtout, Minnesota avait des accès, avait des tirs à 3 points qui étaient mieux structurés. En tout cas, le process pour arriver à ce tir à 3 points était bien meilleur que sur une majeure partie du Game 1. Oui, je suis globalement assez d'accord. Après, de là à dire que OKC a mal défendu, j'irai pas Pour les jusque-là. standards d'OKC, pas très Pour les très bien standards défendu. d'OKC, t'as été
t'as été plus permissif que sur le premier match, ça c'est sûr. Et même dans les accès au cercle, hein, les Wolves ont beaucoup plus tiré au cercle. Je crois qu'ils tirent au cercle sur la première mi-temps un tir de plus que ce qu'ils ont tiré sur l'ensemble du match du Game 1. Ils en tirent 13 au cercle en première mi-temps, là, et sur le Game 1, c'était 12. Donc, tu as beaucoup plus ouvert la défense et du coup, tu as libéré beaucoup plus de kick-out. Et donc, forcément, les Wolves ont eu beaucoup plus de 3 points ouverts. Après, voilà, les Wolves, sur la mi-temps, ils marquent uniquement 50 points, ce qui reste quand même très, très peu. Enfin, ce qui reste pas énorme. En playoff, c'est honnête. En vrai. En playoff, voilà. Tu vois, les Wolves terminent le match à 107 d'offensive rating. Ça veut dire que le defensive rating d'OKC était à 107. T'es à 100 de defensive rating sur la campagne de playoff, quoi. Donc, bon. Ouais. Donc, bon. Après, évidemment, t'en as parlé quand un Julius Randle qui passe comme ça à côté de son match, c'est impossible de surpasser OKC qui, en plus, en face, a ses 3 meilleurs joueurs qui font un super match. Anthony Edwards, pour revenir sur lui, moi aussi que j'ai trouvé très bon. Dort s'est quand même pas mal cassé les dents à défendre sur lui. Il a beaucoup été pris de vitesse, pris dans les écrans. De bonnes prises de décision d'Edwards, mais voilà, comme tu l'as dit, ce qui vient un petit peu entacher sa performance, c'est son adresse à 3 points. Mais il nous a vraiment mis en difficulté et même sur la protection de cercle, en fait, il nous a sanctionné à chaque fois. On n'a pas été vraiment capable de répondre. Mais malheureusement pour les Wolves, ça a vraiment été le seul. Le reste, on a plutôt bien maîtrisé, même si Jaden McDaniels a fait ses petits trucs, a mis quelques 3 points, etc. Alexander Walker dans le 4e quart-temps. Ouais, dans le 4e quart-temps. Mais après, voilà, sur l'ensemble du match, pour moi, ça reste quand même un match défensivement très, très, très sérieux. Et notamment, on peut embrayer là-dessus sur le 3e quart-temps où tu vas provoquer ta valise de turnovers habituelle et débloquer ton jeu parce que le début du 3e quart-temps est vraiment pas bon. Hein. Ouais, le retour là. Le début du 3e quart-temps, je crois que tu prends un 7-0. Alors, c'est aussi. Tu passes à plus 11. Tu passes à plus 11 Ouais. parce que Chet fait 1 sur 2 au lancer, t'as la balle. Je crois que tu dois avoir un 3 points manqués, t'as un rebond off où ils sont 2 sous le panier. Je crois que c'est Chet et Lou Dort, t'arrives pas à marquer. Et à partir de là, t'as un 7-0 Minnesota. Donc ouais, et après, ouais, sur ce 3e quart-temps, ben, comme je disais tout à l'heure, c'est la foudre qui tombe sur les Wolves et t'as Caruso, Wallace, Dort sur le terrain ensemble qui te provoque turnover sur turnover et tu réussis à trouver de l'adresse. Et en fait, les tirs que t'as pas mis en première mi-temps et que t'as pas mis au début du 3e quart-temps, tu te mets à les mettre sur la fin du 3e quart-temps et c'est comme ça que tu t'envoles. Mais ouais, pour revenir sur la défense au global, je trouve quand même que t'as continué à essayer de faire en sorte que les Wolves prennent leurs 3 points, à fermer l'accès au cercle. Et les Wolves, même s'ils en ont moins pris qu'au premier match, pas dur. C'était compliqué de faire plus, mais se sont quand même une nouvelle fois retrouvés à prendre beaucoup de tirs à 3 points, même si sur le 4e quart-temps, ils commencent à attaquer le cercle et tu te rends compte que finalement c'est pas mal, ils provoquent des fautes, etc. Donc à voir sur le reste de la série s'ils vont changer un petit peu de plan de jeu et continuer à attaquer le cercle et un petit peu contrer ce qu'OKC les pousse à faire. Mais moi, je suis quand même satisfait du match défensif, même si, tu l'as dit, la défense en transition, surtout en première mi-temps, laissait à désirer. Ouais, et puis surtout la défense en transition. Alors je crois que c'est un panier qui est dans le 3e quart-temps, puisque c'est un moment où il veut éviter de prendre sa 4e. Mais le nombre de fois où le dernier homme, j'ai envie de dire, ou le dernier défenseur sur la défense de transition, c'est chez Gilgeous Alexander. Alors tu sais, c'est logique parce que dans son positionnement sur le parquet, il est jamais, enfin, à partir du moment où il a pas la balle, il est jamais, il est above the break, il est pas dans les corners. Enfin, c'est normal que ce soit le plus loin, celui qui est replié le plus proche de ton panier. Mais voilà, il y a un moment où effectivement il conteste pas du tout. Je crois que c'est Jaden McDaniels qui doit mettre un lay-up ou Shea il conteste pas parce qu'il veut pas prendre la 4e. Limite c'est plus intelligent de faire ça que de prendre la 4e de manière stupide. Mais sur la défense de transition, ouais, je trouve que OKC
a manqué sur certains aspects, même si voilà en fin de match, en tout cas en deuxième mi-temps, ça s'est un tout petit peu moins vu. Et puis aussi le point que je voulais évoquer, tu l'as un peu évoqué, notamment sur le troisième quart-temps. Bon déjà, OKC force 5 turnovers, là où Minnesota rentre 6 paniers sur le quart-temps. Donc quand tu as un panier de plus que de turnover sur 12 minutes, normalement c'est le moment où l'équipe est censée faire un run. Et puis surtout, moi c'est là où... Alors s'il y a des fans de Minnesota qui nous écoutent, je voudrais bien qu'ils nous expliquent, ou en tout cas qu'ils développent un peu, enfin, qu'ils développent le raisonnement et leur avis. Ah, je trouve que Chris Finch, tactiquement, c'est assez pauvre en fait. Ah ouais. Sans vouloir être méchant, à partir du moment où les 3 points tombent pas dedans, enfin, je comprends pas du tout comment tu peux livrer une première mi-temps qui offensivement est honnête. Hein. Alors oui, les 3 points tombent pas dedans, mais au moins tu génères beaucoup de 3 points. Comment Minnesota peut dévier à ce point de son plan de jeu en deuxième mi-temps? C'est-à-dire que première mi-temps, ça joue du 3 points à gogo, c'est du drive and kick. Deuxième mi-temps, c'est du post-up, du drive, de la provocation de lancer. Enfin, t'avais l'impression que le 3 points était plus du tout un facteur en deuxième mi-temps par rapport à la première. Et tu vois, en deuxième mi-temps, ils tentent combien? Ils tentent 15 tirs à 3 points. Ils en tentent 24 sur la première. Et puis surtout, en deuxième mi-temps, sur les 15 tirs à 3 points, il y en a genre 3 dans les 90 dernières secondes à partir du moment où le match est plié. Donc, j'avoue ne pas trop avoir compris pourquoi Chris Finch a complètement dévié son plan de jeu d'une mi-temps à l'autre. Surtout que, honnêtement, comme j'ai dit, offensivement, même si Minnesota a marqué plus de points sur la deuxième mi-temps que la première, je trouvais que le process était bien meilleur en première qu'en deuxième mi-temps. Donc ça, c'est une première critique que je pourrais émettre. Et puis surtout, le point positif que j'ai envie d'évoquer du côté de Casey, c'est que on l'avait évoqué dans la preview, hein, mais Julius Randle, quand OKC a réussi à tenir le post-up de Jokic 3 matchs sur 7, OKC est largement capable de tenir le post-up face à Julius Randle, quoi. Julius Randle, il est benché tout le quatrième quart-temps. Enfin, là, Ah ouais. Bah après, est-ce que c'est un bon choix de le bencher tout le quatrième? Je sais pas, mais. vu la performance de Nickel Alexander-Walker, j'ai envie Oui, de oui, dire que c'est peut-être une base sur laquelle Chris Finch va s'appuyer pour les 2 matchs à c'est Minnesota. vrai. C'est vrai, Mais mais voilà. surtout que on a revu pas mal de small ball, notamment quand il y avait Randle et Reed ensemble sur le parquet, Oui. et tu les as très bien défendus. Genre, vraiment, c'était assez drôle parce que t'avais Kayson, Caruso et Dort, Dort. J-Dub et Shea. Ouais, voilà, Dort, J-Dub, Shea. Et en fait, J-Dub, Caruso, Kayson, ça switchait. Ça Mm. switchait à chaque fois, que ce soit Randle, Reed, ou non, pas DiVincenzo, Nickel Alexander Walker ou McDaniel sur eux. En fait, ils switchaient. Et, parce qu'en fait, sur une action, Dort, il peut te tenir Randle et Reed. Caruso, pareil. Kayson, on l'a même vu sur Reed et je crois même une fois sur Randle. Mm. J-Dub, sa polyvalence en termes de défense, on en a déjà assez parlé. Il a même été élu deuxième dans la seconde All Defensive Team. All Defensive Team. Voilà, je vais y arriver. Mais en fait, quand tu es en défense en small ball et que tu défends, ça devient de plus en plus compliqué pour les Wolves parce que tu as tellement de polyvalence dans les individualités que t'as dans ton effectif que tu peux te permettre de switcher et de contenir, même sur un post-up, du Randle, du Reed. Après, quand il y a Gobert sur le terrain, tu as soit Chet, soit Hartenstein qui est là. Mais non, c'est. Et je ne me semble pas l'avoir vu sur le Game 1, un petit peu ce switch all, alors que sur certains joueurs, Wiggins, je peux vous dire qu'il restait sur DiVincenzo. Mm. Il s'est fait cibler une fois par Reed, ça a été 2 points directs. Mais non, j'ai trouvé ça intéressant. Ça colle aussi avec la réduction drastique des minutes d'Azaya Joe, quoi. C'est Azaya Ah Joe, il a oui, joué 3 minutes, il a clairement. loupé un 3 points, Mark Denlow t'as fait bon ça y est tu sors, et même au niveau des rotations, OKC tourne quasiment à 7 sur ce match-là. C'est Ouais. vraiment le match qui Ouais, se on va en rapproche le reparler, plus mais d'une ouais. rotation à 7 puisque t'as Shea qui joue 42 minutes, enfin t'as Caruso, Kayson qui sont tous les deux à plus de 25 minutes, et le reste, Kenrich joue 1 minute 30, on va pas compter ça, Azaya Joe joue 3 minutes, et Aaron Wiggins joue moins de 10 minutes. Normalement, pour être considéré comme étant un joueur de rotation un peu Ouais. accepté par le lieu commun, faut avoir joué 12 minutes sur un match. Il faut jouer 12 minutes sur un match. Donc, théoriquement, OKC, allez, tourne à 7,5 au niveau de sa rotation. Mais moi, le point que je voulais aborder, notamment sur les minutes où tu parlais du fait que tu avais Julius Randle et Naz Reid ensemble face à un OKC qui est petit. C'est le moment de bascule pour moi du match, c'est dans le troisième quart-temps. Il y a un moment où Mm. OKC est à plus 6.
Tu as 2 lancers francs de Nasrid, il met le premier, il loupe le deuxième, Julius Randle prend le rebond offensif, manque le sur lancer franc manqué, manque le tir, mais c'est Dort qui doit la sortir, donc il y a sideline remise en jeu du côté remise en jeu pour Minnesota. Et je crois que c'est le deuxième, je me demande même si c'est pas avant les lancers francs, si tu concèdes déjà pas un rebond offensif sur panier manqué, enfin rebond Oui, offensif du coup oui. il y a toujours en panier manqué, mais un putback sur rebond offensif. Et j'avoue à ce moment-là j'étais à 2 doigts de tweeter faut repasser grand, parce que je sentais venir le moment où tu allais te faire crucifier, et c'est précisément à ce moment-là que tu as le swing play, où tu as le moment pour moi qui est le moment de bascule sur le match, c'est que tu as juste Randall qui vient au poste, il essaye de poster, je sais plus qui, peut-être J-Dub, interception de Lou Dort, N1 de Shai Gilgeous-Alexander, et à partir de là, OKC fait un run de 12-1, qui Mm. permet de prendre quand même un bon petit matelas d'avance, ce que tu n'avais pas réussi à faire depuis le début du match. Et c'est, tu vois, on avait critiqué, moi le premier, hein, surtout moi d'ailleurs, j'avais critiqué un petit peu l'apport de Lugensdort sur ce Game 1. Déjà, vu qu'on va pas beaucoup en parler, je pense, offensivement, bon, il met pas ses 3 points, mais je l'ai trouvé beaucoup plus intelligent dans ses lectures. Il termine avec 4 passes décisives. Lou Dort qui termine à 4 passes décisives, c'est le bout du monde pour lui en termes de connecting. Donc au niveau des lectures, j'ai trouvé très intéressant. Il y a quelques actions, même si je suis toujours pas très fan, où c'est lui qui essaye d'un petit peu de porter la balle, où généralement il se retrouve ouvert dans le corner, t'as plutôt un bon close-out, donc ce qu'il fait c'est qu'il essaye de repiquer un petit peu vers le panier. Il a pas mal servi de chat aussi sur ses 4 passes décisives. Donc voilà, j'ai trouvé que Lou Dort avait été très intéressant, et pour le coup, c'est lui qui fait vraiment le play, qui fait basculer les matchs. C'est ce que si Randle marque le panier, Minnesota peut revenir à -3, voire même -2. Là, tout le lead que tu as construit sur la fin de la première mi-temps et le début de troisième quart-temps peut complètement s'évaporer, et tu as le 12-1 qui suit. Donc c'est peut-être les petits points de bascule, et c'est les points de bascule qu'on connaît d'OKC, qu'on a vu sur l'intégralité de la saison. Il suffit qu'il y ait un play qui bascule dans ton sens pour que tu fasses un énorme run. Mais j'ai envie de dire que heureusement que tu as ce play, parce que sur les 2-3 premières actions où tu commences à avoir du small ball, tu te faisais bien bully au rebond offensif. Ouais. Ouais, mais c'est marrant que tu dis ça en plus parce que tu te fais bully au rebond offensif, t'as ce play de Dort avec le N1 de chez derrière, et direct après, t'as quand même Chet qui rentre à la place de J-Dub. Mm. Du coup, en conséquence du fait que tu te sois fait bully avant, et après, c'est offensivement et défensivement, c'est la cascade de turnover, et tu te mets à mettre tes 3 points. Et en plus, je crois que c'est quand même assez rare que t'aies Kayson, Caruso et Dort sur de longues séquences, les trois ensemble. Et honnêtement, là, les trois en défense ensemble, c'est injouable. Injouable, et on l'a bien vu. Et ensuite, t'as Shea, Holmgren, même Kayson qui te met à 3 points, Caruso aussi, offensivement, ça déroule. Mm. Donc, et je crois que du coup, tu finis le carton en 35-21, Oui. alors que tu t'étais pris un 7-0 au début. Donc, vraiment, t'as vraiment repris le momentum, et t'as mis un run qui a distancé les Wolves, et qui malheureusement dans le quatrième quart-temps ont essayé de revenir, mais c'était pas suffisant. Ouais. Est-ce que tu veux connaître le nombre de minutages sur la saison régulière des trois ensemble, là, justement? Combien de minutes les trois ont joué ensemble sur le parquet sur la saison régulière? Sur la Oh. saison régulière, Ouais. de minutes au total, Ouais. je sais pas, je vais dire 70. Ah, t'es dur, t'es dur. 120. Et sur les Ça, playoffs, quand même. 16. Voilà. Ah ouais, 16 c'est minutes c'est ensemble. vraiment, c'est vraiment rien. C'est vraiment rien. Sachant que, bon, c'est 16 minutes, donc ça veut rien dire, mais le net rating est à 54, voilà. Plus Voilà. 54 quand les trois sont sur le Mais parquet en après, même temps. c'est pour revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure sur les rotations, tu as joué beaucoup plus resserré, Hmm. euh, parce que tes joueurs principaux ont répondu présent, et t'as pas eu à les puiser dans ton banc. Donc là, pour le coup, sur ce match, on a beaucoup parlé sur les débriefs de la profondeur d'effectifs, du fait que tu pouvais avoir un Wiggins, un Kayson, un Caruso, un Jay Will, même un Kenrich sur le Game 1, qui pouvait te sortir du banc et t'apporter. Là, pour le coup, t'as pas tellement eu besoin, parce que les joueurs de ton 5 ont répondu présent, et Kayson, Caruso en sortie de banc, ça t'a suffi en fait, parce que Ouais. ils ont tous été impactants. Et c'est aussi un bon coaching de la part de Denio, hein. Et c'est d'ailleurs assez inhabituel de sa part. Il a plutôt tendance, enfin on le sait, à jouer à 8, 9, et quand même à faire tourner, même si Bah, au Game One, hein. euh, même ouais voilà, même au Game One, genre même si tes joueurs principaux sont excellents, il a plutôt tendance à faire tourner. Ben là, tes meilleurs joueurs sont bons, bah autant les laisser sur le terrain, et ça a très bien marché.
Ouais, et puis surtout, j'allais dire qu'il a pas gardé le banc trop longtemps parce que les minutes où tu voyais le plus le banc, c'était les minutes sans chez Gilgeous-Alexander Ah oui, et les compliqué. minutes sans chez Compliqué. Gilgeous-Alexander, que ce soit début de deuxième quart-temps ou que ce soit début de quatrième quart-temps, t'as des stretches de 2 minutes où il se passe plus grand-chose. Omar Gueye, il fait ouh là là là, vite 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 vite, je vais le remettre parce que là ça commence à être pas bon. Et d'ailleurs, preuve en est que chez Gilgeous-Alexander est le joueur qui a eu le plus gros minutage des deux équipes sur ce match et qui a même joué 2 minutes de plus que le deuxième joueur qui a le plus joué, qui est Anthony Edwards. Donc pour le coup, chez Gilgeous-Alexander, moi j'ai souvent cette blague de dire que Mark Denault, il regarde sa montre au niveau des minutages de chez Gilgeous-Alexander, il fait oh là là, s'il dépasse 38 minutes, ça va pas le faire. Là pour le coup, il l'a utilisé à bon escient. En même temps, difficile de lui reprocher d'avoir fait jouer chez Gilgeous-Alexander 42 minutes vu le niveau de jeu qu'il nous a proposé. Mais Ah, on va pas tout de suite parler de l'attaque. Moi, je voudrais parler un petit peu de la défense dans ce quatrième quart-temps. Et c'est peut-être la critique que je vais faire, notamment à deux joueurs qui me semblent assez symptomatiques de ce problème-là. C'est Alex Caruso et Isaiah Hartenstein. Moi, déjà, j'ai eu cette réflexion dans le troisième quart-temps, c'est que il y a un moment, Caruso, je l'adore, parce qu'il nous fait un run de playoff qui est absolument monstrueux, mais c'est vrai qu'à être tout le temps dans l'intensité, il y a des moments où quand t'as un plus 24, franchement, essaye pas de jouer le home run pour faire l'interception et pour marquer 2 points faciles, surtout quand Minnesota est dans le bonus. C'est un peu le reproche que j'ai envie de faire, c'est que Hartenstein comme Caruso, des fois ils font des fautes un peu bêtes qui, quand t'as un lead élevé, permettent de remettre Minnesota dans le match, typiquement. Ce qui fait aussi que OKC se fait peur au début de quatrième quart-temps, c'est que Minnesota se retrouve dans le bonus avec quoi 9 minutes à jouer. Et sur ces 5 fautes, il y a un écran mobile d'Isaiah Hartenstein, doit y avoir un turnover doit y avoir une faute au rebond offensif d'Hartenstein où il pousse, ça fait 2 fautes. Et puis Caruso, de toute façon, il prend 6 fautes en 24 minutes sur ce match-là. Donc, en termes de fautes, Caruso, ça a été quand même quelque chose. Mais ouais, c'est le reproche, moi, le mini reproche que je peux faire sur ce quatrième quart-temps. Je trouve que, déjà, offensivement, j'ai trouvé que t'essayais de jouer la montre dès le début du quatrième quart-temps. Tu vois, t'étais pas dans le rythme naturel, t'essayais de calmer un petit peu le jeu, dégrainer de la montre, et je trouve pas que ce soit, enfin, je trouve que c'est le meilleur moyen, justement, pour te prendre un comeback, c'est de plus jouer le jeu qui était le tien durant 3 quarts temps en attaque. Et puis voilà, de l'autre côté du terrain, je trouve que t'aurais l'agressivité du Thunder, on la connaît depuis un sacré paquet de temps, mais c'est ça depuis le début de la saison. Mais t'aurais peut-être gagné à te restreindre un petit peu et même de manière globale. Caruso, Hartenstein, je trouve qui gagnerait à se restreindre sur certaines actions parce que si les Wolves sont pas dans le bonus avec 9 minutes à jouer dans le carton, je pense que tu te fais encore moins peur que ce que tu t'es fait peur sur ce carton-là. Voilà. oui, je suis globalement d'accord, j'ai pas grand-chose à rajouter. Surtout que ouais, les Wolves, ils te font mal. T'as Randall et Edwards sur le banc, donc c'est Oui. assez paradoxal. Et ouais, comme tu l'as dit, tu fais des fautes vraiment stupides. Mais justement, tu dis qu'on est moins agressif, mais genre, je trouve que justement, on dort un petit peu. Et en fait, ton agressivité, tu la mets alors que tu es déjà en retard. Et donc, tu fais des Mhm. fautes Mhm. stupides. Enfin, on a vu Hartenstein en retard. Caruso, il y en a une où vraiment il est en retard, il fait une faute débile. Donc, déjà, en fait, tu leur laisses plus d'accès. Et donc, tu fais des fautes un peu stupides parce que tu es en retard, mais que tu veux quand même être agressif. Donc, en fait, ça t'a vraiment mis, comme tu l'as dit, dans un faux rythme. Tu débutes le quatrième quart-temps dans un faux rythme, que ce soit défensivement à cause de ça, et même offensivement parce que c'est les minutes s'enchaînent. Heureusement, après, t'as J-Dub qui te met 5 points d'affilée, ça te fait du bien, mais au début, les 2-3 premières minutes, t'es en galère, et en plus, les Wolves défendent plutôt bien. Donc ouais, t'es un petit peu en faux rythme sur ce quatrième quart-temps, mais heureusement, tu paniques pas, et comme j'ai dit tout à l'heure, t'es quand même assez serein, et les Wolves finalement ne redescendent jamais en dessous de 10 points sur ce quatrième quart-temps. Ouais, bah pour le coup, vous pouvez, vous pouvez partager votre ressenti dans les commentaires. Mais moi, comme je l'ai évoqué, je sais pas, je sentais pas ce début de quatrième quart-temps. J'avais le plus 22 en tête, ou même il y a plus 24 à un moment, fin Plus de troisième 24. quart-temps, où je me dis, mais je crois que tu débutes le quatrième quart-temps à plus 22. Enfin bref, mais où j'avais les flashbacks de, oula. Ok, si a déjà perdu un match où ça menait de 25 Ouais, dans le ouais. quatrième quart-temps face au Wolves. Là, je vois que ça grignote petit à petit. Puis je vois qu'ils sont dans le bonus avec 9 minutes à jouer. Je fais oula, grave erreur. Enfin voilà, il y a effectivement un moment, tu vois, ils reviennent à 13 alors qu'il reste 8 minutes quoi. En 4 minutes, ils te remontent 11 points. Donc
Ouais, c'est à ce moment-là où j'ai commencé pas à paniquer, mais où effectivement j'étais pressé que le match se termine. On va être très honnête. Et t'as certains plays qui basculent dans un sens et qui auraient très bien pu basculer dans l'autre. Quand il reste moins de 4 minutes, là, il y a un moment où Chet il doit perdre enfin, tu dois avoir un 3 points de Lou Dort qui est loupé. Après, t'as un turnover de McDaniels qui est un peu provoqué par miracle par J-Dub. Après, t'as Chet qui se fait contrer son dunk par Nasri. J-Dub il prend le rebond offensif, il met le N1. À ce moment-là, il y a plus 11 Minnesota. Hein. Si Minnesota rentre le panier sur transition, parce que franchement, si J-Dub fait pas l'interception, ils ont un boulevard pour mettre le panier. Il y a moins 9, il reste 4 minutes à jouer. Je pense que Minnesota est quasiment... en tout cas, ils sont pas revenus dans le match, mais c'est le moment où ils commencent à y croire très très fort. Quoi. Où tu peux commencer à te dire, on peut le faire. Et tu as suffisamment de temps pour le faire. Et puis j'ai envie de dire que suffit de voir ce qui se passe du côté d'Indiana. Même 50 secondes peuvent suffire pour faire un comeback de 8 points. Donc 4 minutes, tu as largement le temps de remonter 9 points. Donc voilà, c'est un peu la critique que j'ai envie de faire sur ce quatrième carton. C'est que j'ai trouvé en attaque, tu as un peu déjoué, tu as un peu joué dans un faux rythme, même si le moment où chez Gilgeous Alexander revient, c'est tu retrouves un peu des principes de base dans ton attaque. C'est juste que lui aussi a eu pas mal de gamelles sur le quatrième carton au niveau des pull-ups qu'il a tenté. Et puis voilà, défensivement, peut-être que effectivement t'étais, bah justement, t'étais plus l'agresseur, t'étais l'agressé, donc tu t'es fait siffler beaucoup de fautes. Mais y en a, c'est juste pas de la pure bêtise, mais c'est des fautes dispensables, j'ai envie de dire, notamment celle de Caruso sur des prises de position au poste où j'ai trouvé que c'était bon. C'était pas forcément très pertinent à ce moment-là du match avec un tel écart. Mais assez discuté de la défense. Je pense que, hormis si tu souhaites ajouter quelque chose, Charlie, mais Non, on a sinon on été peut passer à complet, on a été l'attaque. complet, ouais, on peut switcher sur l'attaque. On peut switcher sur l'attaque. Alors, avant de parler de l'adresse à 2 points, avant de parler du match exceptionnel du trio chez Gilgeous Alexander, Jalen Williams et Chet Holmgren, pour ceux qui n'avaient pas capté, moi il y a une remarque que je me suis faite, c'est à quel point Rudy Gobert, sur ces 2 matchs, n'est pas un facteur défensivement. Ah ouais, c'est fou. C'est fou. C'est fou. Et C'est OKC, fou. je sais plus qui a Alors, sorti la stat. défensivement et offensivement, si tu regardes bien Ah bah, aussi. offensivement, ça c'est logique, j'ai envie de dire. Oui, Gobert, mais tu me il y a- diras, franchement, il y a des moments, ben, l'action que tu parlais tout à l'heure où il se retrouve sous le cercle face à Dort, tu te retournes, tu dunks, voilà. ouais, Tu, mais tu bon, peux plus utiliser, mais bon. il y a un moment où il tente un espèce de runaway layup, enfin ouais, Ah oui, il se fait contrer. de running layup là où il se fait contrer ou alors il met de la Il se fait planche elle contrer est par Chet. horrible. Il se fait Ouais, contrer par Chet. ça c'est horrible, mais si un tout dernier point sur la défense avant qu'on passe sur le cas Gobert, les rebonds offensifs au premier quart-temps là où t'en prends 7 sur la figure. Bon, il y a une possession au Minnesota, on prend genre 3 de suite, Hmm. mais où je me suis dit oh là ça y est ça commence et t'as su maîtriser ça ensuite sur le restant du match, mais ouais. Je sais plus qui a sorti cette stat sur Twitter, mais sur le pick and roll défendu par Rudy Gobert, OKC génère 1,30 points par possession, ce qui est énorme. C'est Et énorme. ce qui est énorme. Et voilà, je trouve que moi j'ai pas l'explication, j'avoue. Donc toi, Charlet, peut-être que tu vas l'avoir, mais comment OKC arrive à ce point à bien attaquer sur Rudy Gobert, puisqu'on en parlait en off juste avant. Même Chet arrive à jouer des actions sur Gobert, sur de la pure création individuelle, sur du pur AV1, quoi. Hmm. Bah, déjà, tu l'as dit, sur les pick and roll, c'est très souvent Shea et J-Dub qui les jouent sur un pick posé par Hartenstein. Euh, le pick est bien posé et en fait, t'as Gobert qui va drop et plus souvent quand c'est Shea, tu sens que Gobert il veut pas rester sur Hartenstein et qu'il est hésitant à aller sur Shea et à chaque fois Shea a fait la bonne lecture, soit aller au cercle ou s'arrêter pour tirer, soit a fait la petite passe à Hartenstein. On l'a moins vu sur le reste du match, mais sur le premier quart-temps, on a beaucoup vu de jeux à deux et parfois c'était même J-Dub qui a trouvé Hartenstein. Et en fait, tu as Gobert qui drop et qui est le cul entre deux chaises et qui sait pas quoi faire. Au final, ça te génère un nombre de paniers incalculable. Et après, pour mettre directement les pieds dans le plat, la zone, la zone des Wolves, Ah, la c'est, zone! Mais, c'est une catastrophe. mais merci C'est une Denver! catastrophe. Ah, Merci Denver et non mais merci les merci Wolves aussi Minnesota. parce que franchement la zone, la science du placement, la science de l'anticipation, elle est pas là. Mais Elle pour est les pas deux là. équipes, hein.
Ok, si fin de première mi-temps, ça se joue une zone. Je crois que c'est McDaniels qui doit mettre à 3 points. Normalement, la zone, c'est censé empêcher les tirs à 3 points. Comment McDaniels a pu T'as se retrouver McDaniels qui wide met un 3 open? points et t'as aussi une action où Gobert se retrouve tout seul sous le cercle et qui Oui. te met un Thomas. Parce Donc, qu'en ok, plus, si, restez en indiv, les gars. Restez en euh, indiv, vous êtes très bien là, vous êtes très c'est bien sur- comme ça. c'est surtout la zone. Si ça ouvre des 3 points, normalement, ça ouvre les 3 points dans les corners. Mais là, c'est un 3 points Ouais, above the break. C'est le principe vraiment, d'une zone. vraiment. Mais ouais, la zone, la zone des Wolves qui est complètement famélique. Et sur une zone comme ça, tu vois, on parlait sur la zone des Nuggets de Jokic qui parvenait à nous gêner en montant un petit peu tête de raquette pour faire parler son physique et sa taille. Bah, en fait, Gobert, il le fait pas du tout. Il monte pas du tout assez vite. Et toi, tu te retrouves à avoir des petits tirs justement tête de raquette parce que Gobert, il sort pas. Donc Mm. tu l'exploites parfaitement. Et pour le coup, je sais pas. Je pense quand même que d'avoir joué 7 matchs face à de la zone, ça t'a aidé. Mais là, tu trouves vraiment des solutions face à la zone. C'est magnifique. Comme je l'ai dit, à chaque fois, c'est soit Caruso, soit Chet qui vient se présenter. Mm. Soit il est ouvert tête de raquette, soit il trouve la bonne lecture. Donc, je comprends pas pourquoi les Wolves continuent sans tête à jouer de la zone, sachant que sur l'indiv, sur le Game One, c'était pas si mal, hein. C'était pas si mal à certains moments. Ça dépendait. Ça dépend. Bah, Ouais, en tout cas, c'était mieux que sur le ça. Game 1, excuse-moi, c'est ce que je Sur le Game pensais que One, sur le tu Game parlais One, sur la première mi-temps du Game non, 2 non, avant non, qu'il non, balance la zone. sur le Game One, franchement, il y a, sur le premier carton, en défense, en attaque, justement, face à la défense des Wolves, on n'y Mm. arrive pas. Mm. On se Mm. prend des murs et là, bah ouais, leur zone, je comprends pas trop la décision de Chris Finch et de l'équipe de continuer à défendre comme ça, sachant que tu les as sanctionnés tout le match. Mm. Oui, ouais, ils en jouent quasiment pas en deuxième mi-temps hein, de la zone. Hein. On va être très honnête. Ils Ils ont font joué un des petit peu, hein. Si, ils si, font des ils prises à ont deux joué un sur petit peu. Shea. Ouais, ils font des C'est prises à plus les prises à deux sur Shea que vraiment de la zone ouais, ouais. pure. Parce que Shea, ils le prennent à deux, même avant même qu'il initie quelque chose en attaque. Genre, il passe la ligne médiane et ça vient déjà le prendre à deux. Mm. Ça, c'est dans le quatrième quart-temps. Bah, problème, c'est que déjà de un, c'était un petit peu tard. Et puis de deux, comme t'avais Jalen Williams qui était absolument incandescent sur ce match, eh ben, ça n'a pas trop marché. Mais sur la zone, pour moi, c'est un mix des deux. Il la joue très mal, on va être très honnête. Il y a deux actions de suite où Caruso, il met le même tir où il est à 2 mètres Vraiment. du panier là. Oui, C'est un vraiment. practice shot. C'est des tirs Il y en qui a un, prennent à il le met en l'entraînement. petit push shot et il y en a un, il Hmm. le met en tir normal. C'était En là, tir mais oh normal, les gars. et le tir normal, c'est un tir d'entraînement. Ah, Littéralement, il y a vraiment. personne. C'est vraiment et ok, la zone du côté de Minnesota est mal faite, mais du côté de KC, tu sais exactement ce qu'il faut faire. Parce que on peut dire ce qu'on veut, mais à chaque fois que Minnesota tente une zone, t'as toujours quelqu'un tête de raquette. Ah ouais, Ce que non, t'es pas le cas face à Denver. Mais c'est un coup c'est c'est Chet, bizarre. un coup c'est Caruso, mais encore une fois, j'ai envie de dire que je vais le dire même, la zone de Denver était meilleure que la zone de Minnesota. Ah ben Collectivement, ils oui, mais faisaient une sans meilleure choix. zone. Ah, mais Mais sans non choix. seulement la zone de Denver était meilleure que la zone de Minnesota, mais en plus de ça, comme OKC a quand même joué 4,5 milliards de possessions de suite face à la zone de Denver, bah non seulement tu vas savoir l'exploiter cette zone parce que tu sais très bien comment la casser, mais en plus elle est moins bonne. Donc c'est le recipe for disaster comme on dit en anglais, Ouais. c'est l'addition pour le désastre. Voilà, c'est une Non, mais traduction c'est très vrai que tu es quand mauvaise, même mais beaucoup moins statique. c'est tendre le bâton pour te faire battre. Voilà. Tu proposes beaucoup plus de solutions. Tu as même un moment où Wiggins, il le fait et il trouve Hartenstein qui prend la faute. Enfin, franchement, t'as disséqué la zone. Et tu vois, sur le début du troisième quart-temps, il joue en zone, il me semble. Ils défendent en zone et tu trouves. Ça me dit rien ça. Il me semble qu'ils font de la zone et tu trouves des tirs, mais sauf que tu les mets pas. Donc, du coup, en fait, tu trouves beaucoup plus de tirs à 3 points pour le coup que de push-shots ou de mi-distance tête de raquette. Mais tu n'arrives pas à les mettre. Et puis après, heureusement, tu te rattrapes sur le reste du troisième quart-temps. Mais non, honnêtement, en attaque, globalement, c'était très agréable à voir. C'était très satisfaisant. Et évidemment, on en vient à parler de la performance des trois Albatros. Voilà, chez Gigus Alexander et Jalen Williams et Chet Holmgren qui compilent 86 points ensemble. On en parlait en off avant le débrief. C'est sans doute l'un ou si ce n'est le meilleur match du Big Three. C'est le meilleur match. En tout cas, en playoff, c'est sûr, mais en saison régulière, on a essayé de chercher la stat. Voilà,
on a mal fait notre devoir, on n'a pas réussi à trouver. Mais voilà, c'est en tout cas celui qui a été le plus impressionnant et le plus abouti de ces 3 joueurs. Disons que le nombre de matchs où les trois ont marqué 20 points, au moins 20 points, Ouais, ça n'a pas dû arriver souvent, surtout ouais, avec une telle efficacité, surtout face à un tel niveau d'adversité. Donc moi je pense que ouais c'est le meilleur match du trio. Et un tout dernier point, tu parlais de la protection de cercle, en tout cas tu parlais de Gobert. J'ai l'impression qu'ils se font quand même bien démonter par. Ils ont un problème de roster que tu n'as pas au KC, c'est qu'ils n'arrivent pas à attaquer à partir du moment où ils ont Conley. Ils n'arrivent pas à attaquer à partir du moment où ils ont Gobert, et de l'autre côté, ils n'arrivent pas à défendre ouais, quand ils ont Conley. Et même en termes juste de protection de cercle, et de vraiment passer petit, j'ai l'impression qu'ils défendent mieux le cercle quand c'est Nasri de le 5, parce que Nasri est un peu plus mobile et un peu plus de recovery que quand c'est Gobert. Bref. Mais justement, ça peut embrayer sur la performance des trois, puisque ouais, ils font un match. Là, t'avais l'impression de voir un Big Three. Là, c'est peut-être le ah ouais, premier match des playoffs où t'as ah ouais, l'impression ouais. d'avoir un Big Three, où Shai Gilgeous-Alexander a fait un match qui était colossal. Colossal. Jaden McDaniels. MVP. Ouais, bah ça, c'est bon, c'est fait, ça, maintenant c'est fini. Bah oui, Mais mais là, on peut le dire sans se faire attraper. oui, bah ça fait 5 matchs hein, qu'il est MVP. Est-ce que, enfin, les stats de Shai Gilgeous-Alexander depuis qu'il s'est fondu la gueule là en sortie de Game 3 face aux Nuggets, Ouais, c'est 32 points, 4 ouais. rebonds, 6 passes à 53% au tir et 82% au lancer franc en tentant 11 lancers francs. Ça c'est pour Doris Burke notamment qui visiblement ne digère pas les lancers francs qui sont donnés à Shai. Jaden McDaniels non plus, parce qu'il y a un moment où il a Ah carrément ouais, poussé ouais, tellement il en ouais, avait ouais. plein, Mais tellement il en avait plein il le l'a dos. dit en conférence de presse qu'il voulait juste faire faute. J'avais des fautes, voilà, Ça j'avais l'a des fautes à saoulé. donner. J'avais des fautes à donner, mais ça montre à quel point, bon, les rageux diront que c'est parce que tu peux pas le défendre parce que tu fais des fautes. Moi, j'ai envie de dire, ça montre à quel point ils arrivent pas à le stopper parce que son shot making sur le match 2 était exceptionnel, quoi. Ils ont essayé, hein, Jaden McDaniels, Dante DiVincenzo, Anthony Edwards. Ouais, il y avait pas grand chose, hein, qui pouvait empêcher Shai Gilgeous-Alexander de marquer. Vraiment, Non. le jumper à mi-distance était létal sur ce match-là. Et ouais, comme tu l'as dit, il a été parfait dans la. Alors déjà au playmaking, franchement. Au playmaking, On commence à avoir un peu de data là au playmaking où ouais. ça fait plusieurs matchs où vraiment il dissèque la défense à Mm. chaque fois où je le trouve vraiment très 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 intéressant. Après avoir Hartenstein à one pass away qui met des flotteurs. Hartenstein, j'ai trouvé l'astuce. Ces flotteurs, il faut qu'ils soient face au panier. S'ils sont ligne de fond, il va pas les mettre. Par contre, quand il est face au panier, il peut être 3 Ouais, mètres derrière. Il en met un ouais. là qui est défendu par Gobert en début de match. Il est limite à mi-distance en mode waouh. Par contre, dès qu'il est à 2 mètres mais qu'il est sideline, ça va pas tomber dedans. Ça c'est sûr, ça va pas tomber dedans. Mais voilà, j'ai trouvé qu'au niveau du playmaking, il avait vraiment été très intéressant et même la manière de gérer le drop de Gobert. T'as souvent des actions où, comme Hartenstein a très bien posé les écrans sur ce match-là, beaucoup mieux qu'au Game 1, il avait de la séparation. Et soit Gobert il s'approchait un peu trop et du coup bah il allait chercher les lancers parce que Gobert essayait de lui choper le bras, soit il s'arrêtait, il venait mettre un petit pull-up à mi-distance parce que Gobert dropait trop. Donc voilà, je trouve que sur ce match, Gilgeous-Alexander a été exceptionnel, mais bon c'est pas très étonnant, on va dire, on commence à être habitué à chez Non, mais après, Gilgeous-Alexander qui est exceptionnel. exceptionnel, juste après avoir reçu un trophée de MVP, c'est J-Dub qui en parlait, je crois, en conférence de presse. Faut quand même Mm. avoir le mindset après avoir reçu une distinction si prestigieuse et je pense quand même si importante pour lui. Enfin, ça te laisse forcément pas indemne émotionnellement et ensuite repartir au charbon dans un match de finale de conf et fournir une performance de ce niveau avec si peu de déchets, c'est quand même assez fort, je trouve. Après, vu la gueule de la cérémonie, c'était pas difficile de se reconcentrer sur le match, quoi. Ouais, non, mais c'est Euh, sûr, mais quand même, quand même. Enfin, on l'a déjà vu, tu vois, ces matchs après les cérémonies, que ce soit les cérémonies de titres ou les cérémonies de MVP où les joueurs ou les équipes déjouent complètement, tu vois. Oui, 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 mais voilà, c'est mon point, c'est qu'effectivement, le truc a tellement été expédié que bon, Mm, mm. franchement, il a pas eu le temps, il a même pas eu un petit discours, rien. Le trophée, ça faisait 3 semaines que tout le monde savait que chez Gilgeous-Alexander allait être MVP. Il y a personne qui s'est dit, tiens, le jour où ça va être annoncé, ce serait peut-être quand même bien que le trophée soit sur place. Enfin voilà, bref, c'est assez catastrophique. Et pendant que je parlais, j'ai retrouvé la stat. Il y a ce fameux match à Golden State l'an dernier où il y a le 3 points de Chet pour égaliser, où Shea en plante 40, Chet en plante 36 et J-Dub en plante 22. Où Ah oui. t'as les 3 joueurs qui sont au moins à 20 points et du coup ça fait 98 points sur les 3 joueurs où les 3 tirent à 50%. Mais bon, Après, 50% plus. il y a des prolongues et tout sur ce match.
Ouais, il y a une prolongation effectivement, et puis surtout, c'est ce que j'allais dire. Là, on parle d'un match en saison régulière face aux Warriors. Là, on parle d'un Ouais, match 2 de finale de conférence qui n'a ouais. absolument rien à voir. Et voilà, sur Shea, je pense qu'il y a pas grand-chose à rajouter sur la pertinence de Mm. son match. Et voilà, on peut, enfin, pour le coup, quand il veut vraiment mettre le panier et quand il cherche pas à jouer la faute comme ça a été le cas sur la première mi-temps du Game 1, c'est quand même un joueur absolument exquis à voir jouer. Et ouais, moi, je voudrais faire un gros SO au match de Jalen Williams. Jalen Williams, Mm. pour le coup, allez, au match 6, franchement, avec Tom, on se foutait de lui, et à raison, encore une fois, hein, je maintiens, hein, quand un joueur est mauvais, on le dit. Mais là, depuis le match 7 face aux Nuggets, il est absolument excellent. Et sur ce match-là, alors c'est là où j'ai envie de dire que j'ai assez peu confiance dans la capacité de J-Dub à répéter ce genre de performance, parce que j'ai l'impression qu'en 48 heures, il a appris à jouer avec les changements de rythme. Un truc Ouais. que t'as jamais vu limite chez J-Dub depuis 2 ans. Normalement, J-Dub c'est toujours au même rythme, c'est hyper rapide, c'est je fonce dans le tas, et même les deux, hein. J-Dub comme Chet, les deux, j'ai l'impression qu'ils ont appris à jouer avec les changements de rythme. Mm. Je pense le nombre d'actions où J-Dub il vient de post-up soit McDaniel, soit Conley, où c'est juste un petit bump, je me retourne, je mets mon fade Et away. il y avait un peu de Shea dans le jeu de J-Dub sur ce Oui, match, hein. un peu, un peu. Mais Franchement. il y avait plus de post-up que chez moi. Ça m'embête qu'on voit pas autant de post-up de chez. Mais ouais, il y avait du shot making. En tout cas, il y avait du shot Ouais. making qui ressemblait beaucoup à celui de chez. Et voilà, je trouve que franchement le match de J-Dub, je sais pas ce que tu en as pensé toi, Charlie, mais moi, je le trouve extrêmement complet. Parce que il y a de la régularité sur l'intégralité du match, et puis parce que il termine avec 10 rebonds, 5 passes, il y a 0 turnover. Enfin, Mm. le match des deux est enfin le match des deux, match des trois, mais surtout le match de J-Dub est d'une propreté assez hallucinante, surtout quand on connaît ses difficultés depuis le début de la saison, voire même ses difficultés en playoff depuis 2 ans. Exemplaire. Le match de J-Dub. Peut-être son meilleur en playoff à débattre avec le Game 3 face aux Nuggets, parce que certes, il plante plus de points, il met des paniers importants, mais ça reste une défaite. Et là, en fait, ce que j'ai adoré sur le match de J-Dub, c'est vraiment, tu en as un petit peu parlé, à quel point il a été bon sur l'ensemble du match. Il met 6 points en premier quart-temps, 4 sur le deuxième, 5 sur le troisième, et sur le quatrième, 11, un petit peu en mode King of the Fourth, comme on Mhm. l'a beaucoup appelé à l'époque. Mais là, on l'a vraiment senti dans ses spots, en confiance. Lui aussi, il a bien sanctionné les drops de Gobert avec beaucoup de playmaking. Il plante des tirs difficiles quand même. On sent qu'il est en confiance. Il a mis des Oui, turnaround shots, des très compliqués. Mais 12 sur 20 au tir avec 6 3 points, c'est exactement ce qu'on veut de lui. C'est exactement ce qu'on veut de lui. Euh, dommage, il y a qu'un seul lancé, mais bon, on voilà, peut pas tout avoir non plus. c'est ce que j'avais noté, un petit peu de bémol parce qu'il n'y a pas de lancer franc, mais tu l'as dit, en plus c'est vraiment du pur shot making. On a un petit peu l'habitude de voir J-Dub un petit peu gratter des points sur la vingtaine qu'il a l'habitude de mettre par match. Il gratte pas mal de points sur de la transition. C'est le premier à foncer pleine balle dès qu'on perd un ballon, il en récupère aussi beaucoup. Mm. Là, c'est quasiment que du shot making sur du jeu placé ou sur de la semi-transition. Mm. Donc très intéressant et voilà pour revenir sur l'aspect tout le match bon, c'est quelque chose que j'ai beaucoup attendu de J-Dub d'être bon sur l'ensemble d'un match. On l'a beaucoup vu être bon que sur un carton. Alors c'est très bien, hein. Je préfère ça qu'il soit bon que sur un carton ou que sur une mi-temps plutôt qu'il soit bon pas bon sur tout le match comme sur le game 6 des face aux Nuggets. Mm. Mais là, en fait sur chaque carton, il a apporté. Sur chaque carton, il a été impactant. Donc c'est vraiment un match exemplaire de la part de J-Dub. Et en défense, évidemment, il a répondu présent comme toujours, à défendre sur toutes les positions, sans jamais être dépassé, toujours dans l'impact, meilleur rebondeur de l'équipe. Donc un match référence, en tout cas pour J-Dub en playoff. Oui, c'est un match référence et tu parlais du fait que OKC avait été très bon enfin, que Jaden n'avait pas marqué beaucoup de ses points sur le jeu justement de transition et que OKC a beaucoup scoré sur le jeu de demi-terrain. C'est un peu l'analyse du match, c'est que OKC termine avec 106 points pour 100 possessions sur le jeu de demi-terrain. C'est la meilleure performance. Je suis en train de vérifier au moment que je parle, mais c'est au moins la meilleure performance depuis le début de la série face aux Nuggets. Tu dois en avoir une qui doit être peut-être le match 2. Attends, au moment où je parle, je vais vérifier. Ah, et encore le match 2, Non, tu le joues match beaucoup de 2 face à Denver. transition.
Ouais, le match 2 Ah, face quand à même. Denver, t'es à Ok. 134 points pour 100 possessions sur Ouais, le non. jeu de demi-terrain. Bon, là, pour le coup, ça va. Mais c'est ta meilleure performance sur demi-terrain Ouais. depuis le match 2 face aux Nuggets, qui est un peu un match paranormal où tu tapes le record de points marqués sur une mi-temps. Enfin, voilà. Donc, ouais, le match de Jeddah, franchement, je l'ai trouvé excellent. Énorme. Et voilà, pas grand chose, pas grand chose à ajouter. C'est juste, je pense que c'est depuis le match 7 face à Denver, hormis Tyrese Haliburton, je vois personne qui a Larso comme meilleur ami, enfin qui a plus Larso comme meilleur ami que Jalen Williams. Parce que Ouais. sur le game 1, il a quelques bounce qui retombent bien. Sur le match 2, là, c'est pareil. Sur le game 7 face à Denver, j'en parle même pas. Donc voilà, il y a au niveau des meilleurs amis de Larso depuis une semaine, il y a Tyrese Haliburton et Jalen Williams. Mais ouais, blague à part. Parler du troisième larron qui c'est une conversation qu'on a eue avec Pierre à la mi-temps du Game 1 où on disait il sert à rien en attaque. Ah oui, Bah, c'est vrai. bah depuis Chet Holmgren a décidé tout simplement de devenir bah, le troisième maillon essentiel de l'attaque de Casey quoi. C'est que Mm. au début on dit bon il sert à rien et puis fin du match 2 il arrive à te faire de l'autocréation sur Nasrid ou il arrive à te faire de l'autocréation sur Rudy Gobert. Donc, et là aussi j'ai envie de dire les moments où, enfin, ce déblocage du jeu offensif de Chet, c'est plus ou moins les minutes où il joue au poste 5. Hein. Les Bah, minutes de toute avec façon, Hartenstein, on là, les voit plus trop. Hein. ah, bah, de toute façon, Hartenstein, Chet, on doit aller voir quoi? 6 minutes ensemble, je pense, sur le match. Genre, on les Et voit au début de on voit au on début les, de la première mi-temps, au début de deuxième mi-temps, oui, c'est c'est tout. Hein. ça. Et Chet, c'est le premier à sortir à chaque fois. Il Mm. sort au bout de 3 4 minutes. Donc tu les vois très peu parce que, bah, en vrai, je pense que Daigneault, il garde le 5 majeur comme ça pour pas froisser les égos. Mais tu Oui, le sais très bien que tu joues mieux avec qu'un seul intérieur. Tu le sais oui, très bien. oui. Donc voilà, je trouve que ça colle plus ou moins avec le moment où Chet il repasse au poste 5. Il y a deux trois dunks où il nous fait peur. Je vais pas mentir, à chaque fois il nous fait peur quand même. Hein. Moi, à chaque fois qu'il décolle, j'ai peur qu'il retombe, j'ai peur qu'il se fasse mal. Surtout que là, sur ce match-là, il a pas arrêté d'être par terre. Enfin, à chaque fois qu'il avait des fautes, il a pas arrêté de Euh, rester 15 secondes par terre où tu dis ouh là là là. Il y a un dunk là sur Dante DiVincenzo où il fait un petit trash talk là où tu te dis oh ça peut mal finir cette affaire si ça accroche pas bien au cercle. Enfin voilà, si ça accroche pas bien au panier plutôt. Mais sur ce match, ouais, offensivement, c'est juste dommage qu'il ne mette pas ces 3 points, quoi. J'ai envie de dire, c'est un peu ah le ben, regret qu'on peut faire pour l'intégralité du roster d'OKC. Mais en tout cas, Chet, dès qu'il est allez, à 2-3 mètres du panier, depuis 2 matchs, là, allez, depuis la deuxième mi-temps du Game 1, il est létal. ah ouais. Ben, franchement, je t'avoue, l'autocréation, je l'avais pas vu venir. Mm. Je l'avais pas trop vu venir, mais Chet, si on arrive à le trouver en rythme, de toute façon, on le sait, c'est un excellent finisseur. Hein. On en a parlé sur le débrief du Game 1, sur son quatrième quart-temps. Il a été énorme. Et là, sur ce match, un petit peu comme J-Dub et comme Chet, de toute façon, les trois ont été excellents, pareil, sur tout le match. Ils ont eu leur impact à chaque fois qu'ils étaient sur le terrain. Il n'y a pas de moment, pour le coup, là où on a trouvé Chet inutile en attaque. Donc non, pareil, excellent match de Chet, qui malheureusement ne met pas ses 3 points. Et on n'en a pas trop parlé en parlant de l'attaque de Casey. Les gars, les 3 points. Les Bah, c'est gars, comme d'hab. va falloir mettre. Non, mais c'est surtout que, bon, après, les Wolves non plus ne mettent pas beaucoup dedans, mais si tu mets un petit peu plus de 3 points, tu t'envoles tellement plus Bah, rapidement. on l'a vu, c'est le troisième Tellement plus carton, rapidement. c'est le troisième carton sur ce match 2, c'est la deuxième mi-temps sur le Game 1, c'est en partie la deuxième mi-temps sur le Game 7 face aux Nuggets. Enfin, de toute façon, mais après, c'est là où j'ai envie de dire, on peut plus utiliser ça comme un si. On peut plus utiliser comme un Oui. argument parce qu'il y a le passif. Il y a le passif, il y a trop de data qui montrent qu'OKC est une mauvaise équipe à 3 points, que le nombre de matchs où OKC tire à moins de 30% à 3 points, c'est quand même assez colossal. J'ai envie de dire, c'est un beau, tu vois, c'est comme les rebonds offensifs que tu peux avoir. C'est un bonus si tu as l'adresse à 3 points. Oui. Tu peux Oui. pas partir débuter un match en te disant on va bien tirer à 3 points. Faut que si vous êtes fan d'OKC, il faut partir du Non, mais principe qu'OKC surtout, va mal surtout que tu shooter as à été 3 points. adroit au Game 1 quand même. Tu as été adroit au Game 1. Ouais, t'es adroit au Game 1, mais on va dire au moment où le match était plié, parce qu'avant t'es quand même pas super adroit. Non, non, T'es bah un peu avant adroit tu sur. tires pas. Avant tu tires Voilà. pas trois C'est vrai points. Donc au qu'avant tu moins, tires pas, tu tires tu pas, risques tu pas tires d'être pas. maladroit. Non. Mais après, pour revenir sur Chet, juste le petit bémol, c'est seulement 4 rebonds. Ça a souvent été, quand il était sur le terrain, que au-delà du small ball, parce qu'il y a un moment où tu joues small ball avec Chet et 4 petits, je crois il y a Shea, Dort.
Joe et peut-être Caruso, je sais plus, Mm. où tu te fais bouffer au rebond offensif et c'est clairement Chet qui se fait manger. Donc Oui. seulement 4 rebonds, voilà, un petit peu déçu là-dessus, mais sinon très bonne performance et surtout très bonne performance offensive, là où bah, évidemment c'est ce qu'on lui reproche le plus. Oui, et puis tu vois, tu parlais de l'adresse, j'ai envie de dire, même sans adresse, si tes trois joueurs principaux ont ce niveau d'apport offensif à Ah chaque mais match, t'en as pas besoin. Hein, honnêtement, t'en as parce que pas si, besoin. parce que la défense te donne un plancher. Enfin voilà, moi je suis critique de la défense avec un defensive rating de 107.4. Ce serait le meilleur defensive rating sur n'importe quelle équipe depuis le début des playoffs. Donc voilà, c'est dire à quel point la défense est une nouvelle fois une des meilleures défenses ever. Et elle te donne tellement de marge que suffit que tu sois un tout petit peu bon en attaque ou que tu sois pas en dessous de tout, tu peux largement gagner. Alors si en plus de ça tu mets dedans à 3 points, j'ai envie de dire que bon là l'équipe adverse elle peut juste faire GG et concéder le match. Mm. Voilà, c'est un peu ce point-là. Mais de toute façon, enfin, on l'avait dit au Game 1, même quand seulement, sans parler de Chet Holmgren, même quand seulement J-Dub et Shea ont ce niveau tous les deux au même moment ensemble, c'est globalement difficile d'aller embêter OKC, quoi. Bah c'est Taché qui va mettre sa trentaine de points, t'as J-Dub qui va en mettre 20, t'as Hartenstein, tu sais qui va être impactant quand même sur certains flotteurs. Enfin voilà, Mm. c'est une base. Il faut que t'aies un espèce de plancher de points que tu dois avoir à chaque match que t'as pas toujours eu, notamment sur la série face à Denver, qui font que de toute façon la défense amène à un plafond pour le coup de points encaissés tellement bas que t'as pas Mm. besoin de grand chose en attaque pour remporter le match. Mais est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce match 2 ou on peut partir sur le match 3? Je pense qu'on a été complet et qu'on peut aller se prendre l'avion et aller à Minneapolis. Ouais, ok, ou Chet vient de là-bas d'ailleurs, dans la ville Tout à natale fait. de Chet, ou alors non, il est du Minnesota, mais je suis pas sûr qu'il soit de Minneapolis. Bref, on s'en fout. Ok, ici mène 2-0 sur 33 des 34 séries dans l'histoire de la conférence Ouest où une équipe a mené 2-0. Enfin, 33 des 34 équipes de la conférence Ouest qui ont mené 2-0 sont allées en finale NBA. La 34e, c'est les Spurs de 2012 qui mènent 2-0 face à qui? Face à OKC et qui Eh perdent la oui. série 4-2. Même au global, il y a 60 victoires pour 6 défaites. C'est le bilan des équipes en finale de conf lorsqu'elles mènent 2-0. Donc autant dire que job's not finish, mais t'as quand même fait une partie du boulot. En tout cas, t'as assuré l'essentiel, j'ai envie de dire, et t'as pris une belle option sur la qualification, même si c'est loin d'être terminé. On va être très honnête, Charlie, l'objectif c'est d'en prendre un. Le Oui. 3 de préférence, parce que le 3, il y a 3-0, donc tu peux te dire que c'est Oui, fini. voilà. Mais au moins, tu prennes le 3 ou le 4, j'ai envie de dire, ça change pas grand-chose. Au moins, faut en prendre un à Minneapolis. Et au-delà de la question qui, évidemment, amène une réponse par la positive, je vais poser une question plus intéressante que celle que je viens de poser. Est-ce que tu crois OKC capable de remporter un match à Minneapolis, au moins de remporter un match à Minneapolis? Et si c'est le cas, est-ce que c'est dans le même scénario que celui qu'on a vu sur les deux précédents matchs où c'est une équipe au-dessus et qui est en maîtrise de son sujet? Ouais, vu la marge que tu as quand même sur les deux matchs, où tu as quand même été assez tranquille, assez serein, tu es quand même en grande capacité d'aller en chercher au moins un chez les Wolves. Après, ouais, voilà, l'objectif c'est d'en prendre un. De toute façon, on a tous un petit peu comme scénario, on a tous pronostiqué 4-1, 4-2. Je pense qu'on a tous comme scénario le fait que OKC en prend un, au moins un à Minneapolis. Donc je pense Voilà, si que OKC prend les deux, il n'y a plus 4-1 ou 4-2 là, c'est ah fini. bah là, c'est eux qui prend les deux, ouais. Mais après, je suis vraiment, je pense quand même que les Wolves ont de la ressource. C'est une équipe qui va pas abandonner. On le sait, Anthony Edwards, etc. C'est des joueurs qui ont faim et qui, je pense, vont se donner à fond jusqu'au bout. Et comme on l'a vu, les deux premiers matchs, ils ont été maladroits. Peut-être qu'à domicile, ça va quand même plus tomber dedans. Peut-être que le quatrième quart-temps, ça va les inspirer pour être d'autant plus agressifs sur la défense de Casey sur le cercle. Donc, je pense que ça va pas être non plus une mince affaire d'aller chercher un match ou voire deux matchs, en tout cas d'aller jouer à Minnesota. Euh, mais je pense quand même que qu'OKC va en prendre un. Et est-ce que ça sera sur le game 3 ou game 4? Je réfléchis. Je pense qu'OKC prend le prochain. Voilà. Ah, il y a 3-0 Je OKC. pense qu'OKC, c'est 3-0 OKC. Euh, même si Solide, hein. je pense que la plupart des gens vont avoir tendance à dire que voilà,
les Wolves vont réduire l'écart. Je pense qu'OKC prend 3-0, mais sur un match serré par contre. Sur un match serré, pas le même scénario que sur les deux premiers matchs. Je pense que un match serré avec beaucoup de changements de lead, un truc un petit peu stressant, mais OKC finit par gagner à l'extérieur. Genre un peu les matchs qu'il y avait eu en finale Ouais, de conf l'an dernier entre Dallas ouais, exactement. et Minnesota à Minnesota. Parce qu'après, c'est Exactement. autre chose. D'ailleurs, ça a fini, on sait comment. Voilà, Oui, ça a fini en 4-1, mais pour le coup, Minnesota avait l'avantage du terrain. c'est sûr. Voilà. Donc, non, non, mais hmm. Moi, je trouve effectivement, en fait, c'est une série où les deux équipes ont de la marge. Et je me Ouais. demande laquelle des deux va réussir à atteindre ce niveau de marge. Si et potentiellement ça peut faire basculer la série, comme tu l'as dit, Minnesota, franchement ils mettent pas un panier dedans, que ce soit sur le game 1 ou que ce soit sur le game 2. OKC met pas un panier dedans non plus, mais tu vois c'est la problématique que j'ai. Tu parlais de joueurs qui avaient faim. Je me demande encore une fois à quel point Julius Randle, bah ça y est, on retombe dans les travers de Julius Randle. Il y a une vidéo qui circule là où il reste genre 6 minutes 30 dans le quatrième quart-temps. Il dit à sa famille qui est présente dans les tribunes de se barrer. Enfin, Julius Randle, voilà, il y a eu la redemption story là sur 2 séries. Puis finalement, quand il se retrouve face à une défense élite, bah il se retrouve benché dans le quatrième quart-temps. Donc c'est un peu, ouais, je me demande à quel point ils ont de la ressource parce que bah, si tu limites Julius Randle, franchement, Minnesota, ça va être compliqué de trouver des points, quoi. Là, il marque 103 points, alors que franchement, Anthony Edwards fait un super match et que la défense de Casey, même si tout Anthony Edwards qu'il est, je pense qu'elle va s'ajuster et qu'elle va trouver des solutions. Alors après, Edwards pourra compenser ça avec un peu plus de shotmaking à 3 points, mais ouais, je pense que c'est une série où on n'a pas vu le plein potentiel des deux équipes sur les 2 premiers matchs. Et bah, ça peut amener justement à 2 matchs à Minneapolis où la question, où j'ai envie de dire plutôt l'issue de la série, pas l'issue de la série, mais en tout cas la longueur de la série va se jouer sur quelle équipe va être capable de passer ce cap et justement de réduire cette marge en jouant mieux, tout simplement. Mm. Et donc, ton prono? Je sais pas. Franchement, ouais, c'est chiant d'aller gagner au Target Center. C'est dur, hein. Ils vont C'est dur. faire du bruit. Dès que chez Gideus Alexander, il va être sur les lancers francs, va y avoir Free Throw Merchant. Ils vont mettre dedans. Moi, je dirais quand même 2-1 OKC. Je pense que Ouais. Minnesota prend le 3, mais je suis pas surpris si OKC prend le 4. Voilà, c'est pour moi le scénario, c'est 2-1, 2-1, 3-1 et puis après à 3-1, je ne réponds plus de rien parce que OKC qui mène 3 en finale de conf, voilà, c'est les sombres souvenirs. Mais non, non, moi je pense Je peux que vous dire que ce maillot, pour ceux qui nous voient en vidéo, je ne le mettrai que si et seulement si on est qualifié en finale NBA. Je le mettrai pas non, avant. si t'es champion, champion. Si tu viens à être champion. Mais voilà, je pense que Minnesota va quand même réagir. Je pense qu'ils vont quand même un peu plus mettre dedans à 3 points. Mais voilà, OKC a montré. Franchement, hormis le match 6 face aux Nuggets, il y a aucun match où t'es pas dedans. Que tu perds ou t'es pas dedans. Ouais, Le match clairement. 6 se termine un peu en blowout, t'es encore dans le 4, si dans, tu prends l'eau, Un fin de blowout. troisième quart, début de quatrième quart temps, mais c'est pas un blowout, t'es quand même un peu dedans, mais sinon, bah, tu perds le 1 au buzzer sur le tir d'Aaron Gordon et tu perds le 3 en overtime, donc, et même en saison régulière, franchement, il y a peu de matchs où OKC a pas de matchs perdus par OKC où OKC était pas dedans. Il y en a un au Target Center, justement, qui est le dernier match Ouais. avant le All-Star Break, où, voilà, c'est dans des circonstances un peu, bizarres, c'est deuxième but back-to-back, il y a pas Cason Wallace, c'est dernier match avant le All-Star Break, bref. Mais ouais, je vois 2-1 Minnesota et puis comme d'habitude, si je me trompe, ça veut dire que OKC mènera 3-0 et je serai extrêmement satisfait de passer pour un teuteux. Voilà. Tout à Bref. fait. On va stopper ici, c'est tout pour ce débrief du match 2. J'espère que ça vous a plu. Merci à celles et ceux qui sont allés jusqu'au bout. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner si c'est pas déjà le cas. Vous pouvez laisser des petits pouces. Vous pouvez nous écrire en commentaire, nous parler un petit peu de votre ressenti sur ce match 2 et potentiellement la preview sur ce match 3. On se retrouvera donc lundi puisque le match 3, non. Dimanche, je sais plus, je perds la notion des jours. On est quand? Dimanche? Au On est dimanche, oui. vendredi. Oui, Oui, donc donc c'est le dimanche. match 3, c'est dans la nuit de De samedi à samedi à dimanche. dimanche. Voilà, donc on se retrouvera donc dimanche pour le débrief du match 3, jour de fête des mères. Pensez, si c'est pas fait, à acheter vos cadeaux de fête des mères. Et puis voilà, d'ici là, portez-vous bien, continuez de regarder de la NBA. Il y a une série à l'Est, scrutez-la.
Et on aimerait bien que ça dure un peu plus longtemps, mais en termes d'attaque, alors en termes de défense, c'est pareil. Franchement, C'est vrai. c'est pas la même défense qu'OKC, mais en termes d'attaque, c'est pas la même attaque que les Wolves et des deux côtés du parquet, j'ai envie de Et en dire. termes de divertissement, c'est pas pareil non plus. Ouais, c'est pas pareil. Donc voilà. Continuez de regarder cette série. On espère bien sûr qu'elle se terminera en 7 avec 4 overtime de chaque côté pour chaque match. Et puis à bientôt pour le débrief du Game 3. Salut! Salut tout le monde!